Alors un MaaS, c'est, on va dire, une innovation dans les systèmes de mobilité urbaine que vous pouvez rencontrer. Avant, on fonctionnait avec des véhicules individuels, des transports collectifs, et vous, en gros, vous aviez le choix entre utiliser la marche, éventuellement votre bicyclette, ça dépendait des pays, votre véhicule individuel que vous pouviez stationner dans la rue ou dans des parkings au sein de vos entreprises ou en bas de chez vous, ou alors comme alternative les transports collectifs. Il y a quelques années, on va dire maintenant, la Finlande a initié quand même une démarche au niveau des politiques de transport plus responsable, notamment avec un impact environnemental un peu plus réduit. Et l'idée a germé en termes de est-ce qu'on ne pourrait pas partager finalement l'ensemble des moyens de transport à disposition pour qu'on puisse économiser soit les véhicules qui sont en circulation et donc réduire l'impact environnemental, réduire les embouteillages, soit effectivement fournir des véhicules à des gens qui n'avaient pas les moyens ou n'avaient pas la disponibilité pour être véhiculés. Et à partir de ce moment-là, on a réfléchi à un système numérique, bien sûr, plateforme pour être accessible à la majorité des gens, qui puisse intégrer et surtout donner accès à l'ensemble des services de transport. Et bien ça s'appelle un MaaS. La mobilité ne passe plus forcément par la possession d'un véhicule, mais uniquement par avoir accès à un service de transport. Si toi, tu aimes bien marcher plutôt dans les rues principales pour arriver plus vite, on pourrait t'indiquer ça. Si tu préfères plutôt que ton parcours soit agréable par l'environnement, les arbres, les bâtiments, ça serait possible. Si on a la possibilité de personnaliser ton expérience de mobilité, MaaS pourrait vraiment offrir cette valeur ajoutée. Dans la recherche, nous avons exploré la façon dont la mobilité des piétons était intégrée aux solutions MaaS dans la région Île-de-France. D'habitude, on prend en compte les services qui sont fournis par des acteurs qui les représentent, c'est-à-dire les trottinettes électriques, les vélos partagés, les covoiturages, etc. Nous avons trouvé des choses très intéressantes, surtout du côté de l'interface des applications. Comment quelques applications intégraient des itinéraires piétons, mais qui ne l'intégraient pas tout à fait dans la chaîne de mobilité, c'est-à-dire dans les déplacements intermodaux, ou d'autres solutions MaaS qui n'intégraient même pas des sections d'itinéraires piétons dans l'interface de l'usager directement. Dans la littérature, nous avons trouvé cette manque, cette vide. On n'explore pas autant que ça l'intégration de la marche dans ce type d'application. Aujourd'hui, on a plus de questions que de réponses. Et là-dedans, je n'ai pas intégré toutes les innovations technologiques. Je vous ai parlé de MaaS avec les systèmes, on va dire, de véhicules existants. Ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, vous faites les MaaS pour demain, il va falloir réfléchir aussi aux véhicules autonomes. Comment j'intègre des véhicules autonomes qui circulent tout le temps ou que l'on doit garer, mais on doit les garer où? Alors, dans notre étude à Pforzheim et aussi ici dans mon doctorat, on essaie de comprendre quels sont les impacts des véhicules autonomes et aussi des navettes autonomes dans les transports publics. Et on essaie de voir ça par des différents piliers de la durabilité, c'est-à-dire quels sont les impacts sociaux, environnementaux et économiques. Sociaux, on essaie de comprendre quelle est l'acceptance des gens, quelle est aussi l'expérience des passagers dans la navette autonome. Du coup, on fait par exemple des services pour comprendre quels sont les bénéfices, quelles sont les inquiétudes. Et d'un autre côté, il y a l'autre pilier, le deuxième, c'est l'économique. On essaie de comprendre quels sont les différents types de business models, quels sont les plus probables et faisables. Ensuite, il y a la partie environnementale. Donc, si on utilise au mieux, de manière le plus efficace possible, les véhicules automatisés en tant que mobilité gap FELA, donc First Last Mile, on aurait en fait beaucoup moins de pollution, donc d'externalités négatives, et en même temps, on gagnerait beaucoup plus de place. Donc, ça, c'est évidemment très, très avantageux. Il faut le calculer aussi, donc c'est ce qu'on a fait.
Et le dernier point, c'est la gouvernance. Alors pourquoi est-ce que la gouvernance est très importante ? C'est un point qui me paraît particulièrement critique parce qu'actuellement, ce qu'on appelle les PTAs, donc Public Transport Authorities, donc les autorités de transport, sont une administration. Et cette administration, en fait, elle donne une licence pour un bus, pour circuler, ou pour un minibus automatisé, etc. Et à mon avis, il faudrait que le rôle change complètement et que ces PTA, en fait, mettent autour d'une table toutes les parties prenantes pour le bien commun. Et en réussissant à faire ça, il faut changer la gouvernance. Et donc là, ça veut dire qu'on ne pourrait pas avoir de situation quasi monopolistique comme ça existe pour certains écosystèmes comme avec les GAFA, mais en créant ce bien commun avec toutes les parties prenantes, on pourrait aussi, chacun pourrait être rémunéré en termes de business model par rapport à la valeur qu'il ajoute au système des transports. Donc en fait, on n'arriverait pas à une innovation de véhicules, mais à une innovation systémique du système des transports. L'équipe de recherche économie durable que je dirige et qu'on a créée avec des collègues il y a une dizaine d'années, elle a pour vocation d'accélérer la transition écologique. Et on travaille dans 2 domaines, les nouvelles solutions de mobilité d'une part, ce qui a fait l'objet de cette vidéo, et également la décarbonation du mix énergétique. Il s'agit de recherches qui sont à la frontière de l'ingénierie et des sciences économiques et de gestion. C'est une équipe qui en 10 ans a beaucoup grandi. Aujourd'hui, il y a une trentaine de membres. Les 2 tiers de l'équipe sont des doctorants, donc c'est les forces vives d'une équipe de recherche, donc des doctorants qui sont d'origine très diverse, très cosmopolites, jeunes, et qui sont pour la plupart issus du cycle ingénieur de l'école. C'est vraiment une grande richesse de l'équipe et ce qui permet une ambiance de travail avec beaucoup d'intensité, beaucoup également de sympathie entre nous. Ah bah moi, je vous invite à venir au LGI, oui, on est bien. C'est une équipe qui est très ouverte, avec des représentations disciplinaires qui facilitent beaucoup les échanges. C'est très curieux, c'est de l'innovation, c'est du partage. C'est une petite famille, on dirait, avec des nationalités différentes, des cultures différentes. Et faire une thèse, c'est ce qu'il y a de plus intéressant parce que vous êtes spécialisé sur votre sujet, vous ne faites que ça et vous êtes payé pour faire ça. Donc non, c'est super. Je pense que c'est très bien de travailler au LGI. Et en particulier, ce que je trouve très intéressant, c'est que chacun peut apporter quelque chose de nouveau. Et donc, comme dans notre cas, nous on travaille en Allemagne et à Paris en même temps, donc on arrive à combiner le fait de pouvoir faire des doctorats avec des jeunes, donc on crée en fait des générations futures qui ont le savoir et peuvent continuer à notre travail, soit après dans la recherche, mais après aussi en entreprise. Donc je pense que le LGI joue un rôle très important et puis autant que je sache, c'est je crois un des laboratoires les plus grands en France où on peut combiner l'aspect économique, social et environnemental et je pense que c'est quelque chose d'unique en France et à mon avis, il n'y en a pas assez en France.